Les Andes, au XVe siècle, le peuple inca surgit de nulle part et bâtit un vaste empire, quelques décennies seulement. La rumeur de ce pays fabuleux se répand jusqu'en Europe. On imagine une contrée regorgeant d'or, perdue dans les montagnes. Son roi est vénéré comme un dieu, par quelques 10 millions de sujets. Son empire s'étend des hauts plateaux andins jusqu'au désert côtier de l'actuel Pérou. De nos jours, la civilisation inca demeure très mystérieuse à nos yeux. Les découvertes archéologiques posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Qui était ce peuple étonnant? Il croyait que son roi était le fils du soleil et que son empire durerait éternellement. Mais son univers a chaviré avec l'arrivée des conquistadors. Francisco Pizarro est un homme tenace. Il a monté une expédition pour trouver ce pays fabuleux qui regorge d'or. Et il n'a pas l'intention de renoncer, même si en ce jour du mois de mai 1527, sa situation est des plus précaires. Il a débarqué sur l'île du Coq, devant l'actuel Pérou. Il a déjà perdu beaucoup d'hommes, et ceux qui restent ne pensent plus qu'à leur survie. Ils sont épuisés. Et leur soif d'or s'est éteinte. Ils attendent le navire qui doit venir à leur secours. Malgré cela, le conquérant espagnol n'a qu'une hâte: repartir à la recherche de l'Eldorado dès que les renforts seront là. C'est ainsi qu'il découvre l'Empire Inca, qui est alors le grand royaume d'Amérique du Sud. L'Empire Inca se développe au XVe siècle sous l'impulsion de Pachacutec. Ce souverain ambitieux accède au trône après un succès militaire. Il est le premier Inca à se proclamer fils d'Inti, le dieu soleil. Ses successeurs se réclameront de la même filiation. Intrépides et impitoyables, les Incas étendent rapidement leur royaume. Ils soumettent environ 200 peuples et règnent bientôt sur un empire de 10 millions d'habitants. Les armées Incas comptaient un nombre inouï de soldats, 50 000, 100 000, parfois même davantage. De véritables machines de guerre. Le plus illustre souverain et conquérant Inca est sans nul doute Tupac Yupanqui, le fils de Pachacutec, qui a littéralement agrandi l'empire de centaines de milliers de kilomètres carrés. On peut le comparer à Gengis Khan ou à Alexandre le Grand pour l'étendue ainsi que la vitesse de ses conquêtes. En moins d'un siècle, les Incas conquièrent un territoire qui englobe toute la cordillère des Andes, de l'actuel Équateur au Chili et à l'Argentine. Un vaste réseau de routes quadrille leur empire. Il s'organise autour de 2 voies principales desservies par de nombreuses voies secondaires. Toutes convergent vers Cusco, la capitale, le nombril du monde pour les Incas. La ville est construite autour du Coricancha, le temple du soleil, avec son grand disque d'or. On sait encore peu de choses sur la civilisation Inca. Les documents dont on dispose ne remonte pas plus loin que la conquête espagnole. On aimerait en savoir davantage sur son expansion fulgurante et sur le pouvoir du souverain, qu'on appelle l'Inca. Une fois encore, Pachacutec revient victorieux du champ de bataille. Son peuple l'accueille comme un dieu vivant. N'est-il pas le fils du soleil, tout-puissant et intouchable? Ses sujets n'ont pas le droit de le regarder dans les yeux. Quand le nouvel Inca montait sur le trône, il changeait de nature. Il n'était plus un être humain, il devenait fils d'Inti, le dieu soleil, c'est-à-dire un demi-dieu. Il avait le pouvoir de parler aux dieux et aux wakas, ce qui était essentiel pour maintenir l'équilibre de l'univers. En anthropologie, on parle de souverain divin,
de lignée divine. Rien à voir, mettons, avec les monarques européens qui étaient de droit divin, mais pas d'ascendance divine. Le complexe de Sacsayhuaman, dans les environs de Cusco, est un exemple unique d'architecture inca. Il se compose de 3 rangées de remparts qui s'élevaient jadis à 12 mètres de haut. Ces murailles sont constituées de blocs de pierre de plusieurs tonnes chacun. Il a fallu des milliers d'ouvriers pour les extraire, les tailler et les transporter. Le mystère reste entier autour de Sacsayhuaman. On ne sait toujours pas grand-chose sur ce site. On ignore même comment ils ont réussi à déplacer ces énormes blocs de pierre et à les disposer ainsi. Les blocs sont parfaitement ajustés les uns aux autres, sans ciment ni mortier. Les Incas ont fait un travail de précision pour cette forteresse qui possédait également une fonction religieuse. Pachacútec avait pour ambition de montrer au grand jour la puissance des Incas, la puissance de la religion des dieux. Il voulait bâtir un lieu de culte encore plus vaste que le Coricancha, plus spectaculaire, et dont les murailles seraient ornées de représentants de divinités, l'éclair, l'eau, le puma. Les Incas articulaient systématiquement le religieux et le profane, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ils ont construit de vastes complexes dans tout l'Empire, souvent dans des lieux inaccessibles. On ignore encore leur fonction exacte. Pourquoi les Incas se sont-ils donné tant de peine? Le palais royal de Machu Picchu est l'une des merveilles architecturales incas. Son plan traduit certainement les conceptions religieuses qui découlent du mythe fondateur des Incas. Au début, régnaient les ténèbres et le chaos, nous dit la légende. Puis le Créateur donna forme au soleil, à la lune et aux étoiles. Inti, le dieu soleil, choisit les Incas pour être ses enfants. Il leur donna son fils pour roi et lui commanda de régner sur la terre et de changer le désordre en ordre, comme l'avait fait le Créateur dans le ciel. Le culte du soleil est la colonne vertébrale de l'État inca. Il légitime le pouvoir du souverain. Les Incas s'inscrivent dans une culture andine imprégnée du concept de la huaca. Ce terme désigne un lieu particulier, source, rocher, montagne, ruisseau, etc., qui détient certains pouvoirs. Ils se sont donc appropriés ce concept, l'ont quelque peu affiné et en ont fait une religion d'État, légitimant ainsi leur conquête des Andes. Les huacas sont des sanctuaires naturels qui jalonnent tout leur territoire. Choquequirao est perché à plus de 3000 mètres d'altitude, à une centaine de kilomètres de Machu Picchu. Ses temples et ses palais ont été creusés à flanc de roche. Le site a probablement été choisi pour des raisons religieuses. Les terrasses du versant occidental ont été mises au jour par une équipe d'archéologues dans les années 1970. Elles sont ornées d'étonnantes mosaïques de schiste blanc représentant des lamas. On en compte 24 en tout. Le lama, ou Yacana en langue inca, était un animal sacré qui a aussi donné son nom à une constellation. Dans ce complexe, qu'on doit à l'empereur Pachacútec, rien n'a été laissé au hasard. Un sommet a été nivelé pour créer une esplanade. On y jouit d'un point de vue exceptionnel sur le paysage environnant.
Ils ont choisi des lieux entourés de montagnes sacrées et ils ont adapté l'architecture à la nature. Ils ne la lui ont pas imposée, bien au contraire. C'est ce que l'on appelle l'architecture paysagère, illustrée à Machu Picchu ou encore à Choquequirao. Partout où vous regardez, vous êtes époustouflé par de fabuleux panoramas. Or, tout ceci a été pensé par les Incas afin de vénérer cet environnement, de créer une sorte de décor pour l'empereur, protagoniste central des cérémonies où il entrait en communication avec la nature. Au solstice d'été, le soleil se lève exactement derrière la cime enneigée du mont Yanacocha, auquel l'Inca rendait hommage depuis Choquequirao. Vers 1470, les Incas viennent de remporter plusieurs guerres de conquête. Ils marchent désormais sur Chanchan, la capitale du royaume côtier de Chimu. Leur stratégie est fort simple. Avant d'envahir un royaume, ils lui donnent le choix, se rendre sans combattre ou se faire écraser. Ils commencent donc par faire des présents de valeur au roi de Chimu. En échange, ils demandent des ouvriers, des hommes pour leur armée et des bâtiments pour leur administration. D'autres souverains ont choisi de se soumettre, plutôt que d'affronter la puissante armée Inca. Ils ont troqué leur pouvoir contre les privilèges que les Incas voulaient bien leur accorder. Leur royaume a perdu son indépendance pour se dissoudre dans l'Empire. L'expansion Inca a entraîné l'asservissement et la destruction de sociétés autonomes, notamment celle installée entre Tumbes et le sud du Pérou, qui avait connu un développement endogène. L'invasion Inca a donc mis un terme à leur indépendance et les a soumises à l'obligation tributaire, l'arme sociale par excellence pour dominer les peuples étrangers. Miguel Conecho a dirigé les fouilles archéologiques de Chanchan pendant 20 ans. Ses recherches ont montré que les Incas étaient impitoyables envers les peuples qui refusaient de se soumettre. Les Chimu sont un peuple prospère, réputé pour son architecture et son artisanat. Mais vers 1470, l'empereur Inca Tupac Yupanqui met le siège devant leur capitale. Les fiers Chimu vont lui résister 10 ans. Mais lorsque leurs assaillants coupent leur alimentation en eau, ils sont forcés de capituler. Les Incas convoitaient le savoir-faire du royaume des Chimu, peuple d'artisans, d'orfèvres, de céramistes et de formidables bâtisseurs. Chanchan, la capitale, était un chef-d'œuvre d'architecture et d'urbanisme. Les Incas avaient donc la ferme intention de relocaliser cette main-d'œuvre compétente dans le sud de l'Empire. Les orfèvres de Chimu sont emmenés à Cusco pour décorer ses palais et ses temples. Très peu d'objets incas en or sont parvenus jusqu'à nous. On ne peut qu'imaginer ce que fut cette orfèvrerie à l'aune de celle des civilisations antérieures. Le Coricancha, à Cusco, est le temple le plus sacré des Incas. C'est là que leur roi s'entretient avec le dieu soleil, représenté par un grand massif. L'or n'avait pas de valeur matérielle. C'était un symbole du soleil. On disait qu'il s'agissait de ses larmes. On l'utilisait pour tout ce qui touchait au soleil et au culte qu'on lui rendait. L'intérieur du temple du soleil était en or. L'Inca, le fils du soleil, mangeait dans une vaisselle en or. Et les nobles, qui descendaient eux aussi du soleil, étaient les seuls à pouvoir porter de l'or. Goldschmuck tragen, was anderen Leuten verwehrt war. L'Inca est immortel. Il garde son autorité même après son décès. Il demeure dans la communauté et on consulte sa momie sur tous les sujets d'importance.
Après sa mort, Pachacútec, le fondateur de l'Empire, reste donc présent. Il sert d'intermédiaire entre les mondes. Comme les autres momies de rois défunts, il a des serviteurs chargés de le nourrir et de l'habiller. Il accompagne le nouveau souverain dans ses déplacements et prend part aux fêtes. Lorsque Tupac Yupanqui succède à son père, il se montre respectueux de la tradition. Il consulte régulièrement sa momie, dont les conseils avisés le guideront dans ses conquêtes. Dans le système successoral très original des Incas, le nouvel empereur n'héritait pas des richesses, mais uniquement des mécanismes du pouvoir. Dès lors, il devait partir à la conquête de nouveaux territoires. Sinon, il n'avait pas de quoi subvenir aux besoins de son camp. Son prédécesseur conservait, lui, la propriété des terres conquises auparavant, ou plutôt, sa momie en était propriétaire. Et tant qu'elle subsistait, son clan, son entourage, profitait des richesses de l'Empire. Les conquistadors brûleront toutes les momies des empereurs. Cet acte sacrilège sera considéré par les Incas comme un véritable régicide. D'autres restes humains ont survécu à la conquête espagnole. Aujourd'hui, ils nous éclairent sur la médecine de ce peuple. De nombreuses pièces du musée archéologique de Lima, au Pérou, portent des traces de trépanation ou d'intervention chirurgicale. On a affaire ici à un spécimen trépané, particulièrement impressionnant. Cette personne, à un moment de son existence, a subi un traumatisme crânien. Le praticien a alors gratté l'os pour faire un trou. Et comme le cerveau est recouvert, protégé par des membranes, il a dû percer aussi cette couche protectrice pour réduire la pression sanguine. Apparemment, certains patients ont survécu à l'opération. Cette ouverture a été refermée avec art. L'examen d'un crâne ou d'une momie peut permettre de reconstituer l'anamnèse, l'histoire pathologique d'un malade. Cet homme, par exemple, est mort à l'âge de 30 ou 40 ans après avoir subi une intervention chirurgicale. Les plis de sa peau révèlent qu'il avait un certain embonpoint. Après sa mort, on a placé un grand coquillage du genre spondyle sur sa poitrine. C'était un signe de richesse. On voit bien que la peau, les os n'ont pas cicatrisé. Le patient n'a pas survécu. Il est mort des complications de l'intervention. Guidé par les conseils avisés de son père défunt, Tupac Yupanqui a enfin réussi à soumettre la fière Chan Chan. L'empereur poursuit sa route à travers le désert côtier. Il veut faire main basse sur le complexe de Pachacamac et son oracle sacré. Une équipe d'archéologues belges et péruviens fouille ce site depuis 20 ans. Ils cherchent à comprendre son importance pour les Incas et les cultures précédentes. C'était un lieu exceptionnel, d'après Peter Eckhout, le directeur des fouilles. Pachacamac est un site monumental occupé durant plus d'un millénaire avant l'arrivée des Incas. Il abritait le sanctuaire du puissant Pachacamac, à la fois dieu créateur et oracle, qui occupait une place à part dans la cosmologie des Incas, dans leur conception de l'univers. Les Incas ont conservé le culte ancestral du dieu Pachacamac, mais ils ont
imposer leurs conditions aux peuples autochtones. Et pour bien marquer leur supériorité, ils ont élevé un temple à la gloire d'Inti, leur principale divinité, sur le point culminant du complexe, au-dessus de celui consacré à Pachacamac. La statue de l'oracle trône dans une crypte du temple de Pachacamac. Seul le prêtre est autorisé à pénétrer dans ce sanctuaire. Le prêtre buvait une boisson psychotrope qui provoquait des hallucinations à la fois sonores et visuelles. Puis, en état de transe, ou utirayai, ce qui signifie fureur, il entrait dans la crypte de l'idole où régnait l'obscurité. Il entre alors en communication avec l'oracle. Il ne doit jamais regarder l'idole de bois dans les yeux. Pachacamac a deux faces. Il voit le passé et l'avenir. Il réalise l'union des contraires qui donne naissance au présent et au monde des vivants. D'autres éléments montrent que les conquérants n'ont eu aucun respect pour le site sacré. Les archéologues ont trouvé des restes humains en fouillant les vestiges d'un bâtiment administratif construit par les Incas. Ces ossements sont antérieurs à la construction. Lorsque les Incas se sont installés ici, il y avait déjà d'anciennes tombes, et ils n'ont pas hésité à les profaner. C'est pourquoi on retrouve tous ces ossements non pas à leur place, mais éparpillés par les Incas, sans aucun respect pour ces peuples qui n'étaient pas leurs ancêtres. L'équipe de Peter et Cote vient de mettre au jour des pièces exceptionnelles, comme ils n'en avaient encore jamais vu à Pachacamac. Le pingouin fait sensation dans le magasin de fouilles. Les campagnes de fouilles précédentes ont livré de nombreuses pièces remarquables. Les pèlerins de Pachacamac venaient de loin. Ils apportaient avec eux toutes sortes d'objets précieux à offrir aux dieux. Parmi ces offrandes se trouvaient des plumes colorées d'oiseaux d'Amazonie, des étoffes précieuses ou encore des coupes ornées de coquillages. Les objets exhumés ont été fabriqués dans des matériaux provenant de très loin. Preuve que les Incas avaient réussi à faire du site un lieu de culte majeur. Et ce pèlerinage était très fréquenté à l'époque. Des milliers de fidèles se rendaient chaque année à Pachacamac. Les Incas font du site un grand centre de pèlerinage pour toutes les Andes. Ils deviennent ainsi maîtres de l'un des plus grands lieux saints d'Amérique du Sud. Les peuples vaincus sont soumis à de dures lois. Ils sont corvéables et doivent céder une partie de leur récolte aux Incas. Une administration est mise en place à travers tout l'Empire pour prélever ces tribus. L'Empire Inca ne possède pas de monnaie. Toutes les contributions sont en nature. De puissants fonctionnaires tiennent les comptes au moyen des quipus, des cordelettes de couleur dont les nœuds symbolisent des nombres. Ce système de calcul leur permet de tenir à jour les effectifs de la population corvéable, ainsi que les entrées et sorties des entrepôts d'État.
Le quipu était la clé de voûte de l'Empire Inca. Faute d'écriture, l'Empire, comme toute structure administrative, avait besoin d'un mode d'archivage. Un empire ne peut fonctionner sans archives, que ce soit pour le but, la production ou les recensements. D'autres peuples andins utilisent des cordelettes à nœuds. Mais les Incas sont les premiers à s'en servir pour la comptabilité nationale. Le quipu est un ensemble de plusieurs cordelettes attachées ensemble. Chaque nœud correspond à une valeur, donnée par son type et sa position sur la cordelette. C'est un excellent système. Le quipu royal compile les données de plusieurs petits quipus. Il est destiné à l'administration centrale à Cusco. Aujourd'hui encore, le quipu reste une énigme. On sait par les chroniqueurs espagnols que les Incas étaient capables de lire des histoires au moyen du quipu, car ils contenaient des informations historiques, des événements, des épisodes de jadis, qui ont hélas totalement disparu. On ne sait plus comment décoder le quipu ou le faire parler. Les fonctionnaires chargés de tenir les quipus appartenaient à une élite. C'étaient des hommes puissants qui détenaient de précieuses informations. Les Incas possèdent un système de postes bien organisé. Les messagers empruntent le vaste réseau de routes. Ils assurent un transport rapide des quipus, même sur de longues distances. Ils transmettent aussi des messages oraux. « 1493. Tupac Yupanqui, l'empereur conquérant, vient de mourir. Son peuple va garder le deuil 1 an. À chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, il célébrera un rite pour accompagner symboliquement l'âme du défunt vers le monde des ancêtres, situé au-delà du temps et de l'espace. Des dons de sang, de boissons et d'encens nourriront cette âme pour qu'elle accomplisse sa transformation. Le successeur de Tupac Yupanqui est Huayna Capac. Son règne sera malheureux. Le mont Sierpe, à 900 km de Cusco. Des trous bien alignés ont été creusés à flanc de montagne. Ils forment un curieux ruban qui se déroule sur 1,5 km. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un aux États-Unis qui voulait mon avis sur la fameuse bande de trous. Or, je n'en avais jamais entendu parler. Dès que j'ai eu l'occasion, je suis venu avec un confrère explorer les lieux. Et nous sommes restés tous les deux perplexes devant un tel mystère. Charles Stanish se passionne pour cette structure étonnante. Il a dénombré pas moins de 5000 trous. Les lignes s'interrompent à de multiples reprises. L'écart entre elles est irrégulier et semble former comme des paragraphes. Mais à quoi pouvaient bien servir ces trous? Leurs bords sont renforcés avec des pierres. Ils mesurent environ 1 mètre de diamètre et leur profondeur varie de 50 à 100 cm. Ce site a la particularité d'être unique dans toutes les Andes. Rien de comparable n'a jamais été décrit. Et pourtant, ce ne sont pas les déserts qui manquent. Vraiment, il ne ressemble à rien de connu. Charles Stanish formule une hypothèse.
Et si ces trous servaient à l'administration inca pour mesurer les tribus? Ils se trouvent en effet à moins de 4 km des vestiges de Tambo, Colorado. Cette ville était située sur la route des Hautes Terres. C'était le siège local de l'administration des finances. Elle hébergeait également une garnison militaire. On peut tout à fait imaginer qu'il existait dans les environs de la ville un bureau chargé de comptabiliser la récolte. Tambo, Colorado est idéalement situé. Au niveau de la bande de trous, la vallée devient très étroite. C'est précisément là que les paysans passaient avec leurs récoltes sur la route principale. C'est pourquoi j'ai l'intuition que les deux endroits sont intimement liés, l'un servant de station de comptage à l'autre. Les trous pourraient avoir servi à mesurer les contributions en nature, à moins qu'ils ne représentent un serpent mythique, comme certains le croient. Dans ce cas, le site aurait plutôt servi à des astronomes ou des prêtres. Hors du désert, chaque mètre carré de terre arable est cultivé. Les Incas recherchent un haut rendement agricole pour nourrir leur population en expansion et leur immense armée. Pour cela, ils pratiquent des expériences de culture. Des plants pour accroître leur rendement. Ils cultivent 3500 variétés de pommes de terre et 250 autres espèces de plantes vivrières, dont le maïs et les haricots. Leurs champs s'étagent jusqu'à des altitudes vertigineuses. Ils utilisent le système de culture en terrasse à grande échelle. Cela leur permet de pratiquer l'agriculture en montagne. Ils étudient aussi les conditions de croissance des plantes. Sur les terrasses de Moray, ils testent sans doute différentes qualités de terre provenant de tout l'Empire. Leurs efforts sont couronnés de succès. Leur production agricole excède souvent leurs besoins, ce qui leur permet de constituer des réserves en prévision des années difficiles. Mais rien ne les prépare à affronter les calamités à venir. Novembre 1527. Ces gens doivent être des dieux. Ils disent que c'est le vent qui les a poussés jusqu'ici. Ils sont très beaux avec leur longue barbe et leur peau toute blanche. Ils mangent dans de la vaisselle en argent et se font porter par des bêtes chaussées d'argent. Huayna Capac est informé de l'arrivée d'étrangers à la frontière de son empire. Il ne s'en émeut guère. Quelle raison aurait-il de les craindre, lui, le puissant empereur inca, fils du soleil? Après des mois d'attente sur l'île du Coq, Francisco Pizarro a fini par recevoir quelques renforts. Il espérait davantage d'hommes, mais ils sont en nombre suffisant pour partir en expédition sur le continent. Il rencontre des autochtones et il croit comprendre qu'il en trouvera de grandes quantités en s'enfonçant dans les terres jusqu'aux montagnes. La fortune lui sourit enfin. Il sera bientôt riche. Lorsque les Espagnols sont arrivés, l'Inca les a pris pour des bons à rien crasseux et insignifiants. Il n'a pas du tout évalué le danger. En fait, la chute de l'Empire est essentiellement due à l'orgueil de l'Inca qui a sous-estimé la menace trop longtemps. L'empereur a d'autres soucis. Au cours des années précédentes, des révoltes ont éclaté dans le nord de l'Empire. Elles ont été matées, mais un foyer d'insurrection demeure. Huayna Capac a installé une seconde capitale à Quito afin de prendre en tenaille le peuple le plus rebelle. Les Incas nomment ses ennemis les Chachapoyas, les guerriers des nuages.
Ceux-ci vivent dans la forêt amazonienne. Ils ne se sont jamais complètement soumis à l'empereur, même si leurs terres ont été annexées. Voici une reconstitution des vestiges de Grande Paratène, un village Chachapoya situé en pleine jungle. Les Chachapoyas sont le seul peuple andin à bâtir des maisons rondes, décorées de motifs géométriques. Ils enterrent leur chef en hauteur, près des nuages. Les sarcophages en terre glaise, artistiquement décorés, semblent garder la montagne. On se demande comment ils ont été placés là. Les Chachapoyas développent une culture propre, bien avant l'arrivée des Incas. Ce sont des maîtres de l'altitude. Cette reconstitution nous montre à quoi ressemblait la forteresse de Cuelap. Elle était ceinte de remparts de 8 mètres de haut et 600 mètres de long. L'ensemble était plus vaste que Machu Picchu et devait paraître imprenable. Et pourtant, en 2008, on a mis au jour 80 squelettes d'hommes enterrés à la va-vite à Cuelap. Leurs os portent la trace de combat. S'agit-il de guerriers des nuages, surpris par les Incas? Si oui, il faut croire que la forteresse n'était pas si imprenable que cela pour la puissante armée du Fils du Soleil. Après plusieurs décennies de guerre de conquête, l'Empire Inca est à son apogée. L'empereur châtie certains peuples rebelles et conclut des alliances avec d'autres. Mais un nouvel adversaire surgit brusquement. L'armée ne peut rien contre lui. Invisible, il se répand dans tout l'Empire. Il a été apporté par les conquistadors dans l'actuel Mexique, mais il les précède au Pérou. Cet ennemi, ce sont les maladies, la grippe, la rougeole ou encore la variole. Des dizaines de milliers d'indigènes vont succomber à ces infections virales, jusqu'alors inconnues en Amérique du Sud, et contre lesquels leur système immunitaire est impuissant. L'empereur Inca lui-même tombe victime de l'épidémie. À sa mort, l'Empire sombre dans une crise profonde. Dans les cultures de Pérou, la maladie indique toujours que l'équilibre de l'univers est rompu. Pour établir cet équilibre dans les religions, il faut un sacrifice. La mort d'un empereur issu d'une maladie est un événement. L'univers est chamboulé. Il faut sacrifier ce qu'on a de plus cher, des yeux et des enfants, puisque c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la vie même. Volcan Liliaco était l'une des montagnes sacrées des Incas. En 1999, l'archéologue américain Johan Reinhardt et son équipe explorent son sommet, près de 7000 mètres d'altitude. Ils y font une découverte inespérée dans les vestiges d'un site sacrificiel. Les momies de 3 enfants. Les petits corps se sont conservés naturellement dans leur tombe sous l'effet du froid et de la sécheresse. Assez vite, il apparaît que les enfants ont été sacrifiés par les Incas au XVIe siècle. Mais pourquoi ? Ce fut l'une des plus fabuleuses découvertes des années 90. Ces momies étaient incroyablement bien conservées. On aurait dit de jeunes enfants endormis sur le point de se réveiller. J'imagine comme ça a dû être intense pour les archéologues de voir ces petits messagers du passé. Ces enfants ont été sacrifiés aux dieux pour sauver l'Empire et son souverain. C'était un honneur pour eux et leurs familles.
1 an avant le sacrifice, les préparatifs commencent. Les enfants élus quittent leur famille, vêtus de riches habits et coiffés de plumes sacrées. La Capacocha était la cérémonie la plus importante de la culture inca. C'était un honneur pour les parents que leur fils ou leur fille soit choisi. Ils se félicitaient, se réjouissaient que leurs enfants deviennent des dieux. De hauts dignitaires conduisent les enfants à Cusco. Ce sera la première étape d'un très long voyage. Aujourd'hui, les enfants du Liulia Iliaco ont trouvé place dans la chambre froide du musée archéologique de Salta, en Argentine. L'examen de ces momies a livré des informations étonnantes. Le petit garçon avait 7 ans. Il était coiffé des plumes des élus. Il était bien nourri. L'analyse des cheveux a révélé qu'il consommait du vin et des feuilles de coca régulièrement, et depuis un bon moment. Les 2 filles de 6 et 15 ans aussi. Ces 3-là ont passé plusieurs jours à Cusco avec des centaines d'autres enfants. L'Empire comptait plusieurs lieux de sacrifice. Au cours d'une cérémonie, l'empereur a fixé celui dévolu à chacun. Les enfants du Liulia Iliaco ont alors voyagé près d'1 an pour rejoindre le volcan. Des miniatures et des figurines représentant l'empereur les ont accompagnés sur le chemin des dieux. Le même mobilier funéraire a été trouvé dans de nombreuses tombes d'enfants. On pense que les enfants étaient toujours vivants lorsqu'ils ont atteint le sommet du volcan Liulia Iliaco. Ils ont été placés dans de petites tombes et ils y sont morts. En fait, ils se sont endormis. Sous l'effet de la chicha, un alcool de maïs retrouvé dans leur organisme, sous l'effet du froid et de la faible pression atmosphérique, ils se sont endormis et sont morts dans leur sommeil. Chez les Incas, la mort n'était pas une fin, mais un commencement. On estime qu'après la mort de l'empereur Huayna Capac, 1 millier de personnes, adultes ou enfants, a été sacrifié. L'empereur est mort sans désigner d'héritier. La guerre de succession qui éclate entre ses fils divise durablement l'Empire. Les 2 fléaux combinés que sont la guerre et les maladies virales vont dépeupler des régions entières. Après 5 années d'un conflit meurtrier, l'un des fils de Huayna Capac parvient à s'imposer. Il se retire alors avec son armée à Caramarca, dans la montagne. Son nom est Atahualpa. Il croit que son heure de gloire est venue. Mais il sera le dernier souverain inca indépendant. L'Empire est en effet sur le point de s'écrouler. Au même moment, en septembre 1532, Francisco Pizarro s'enfonce dans les terres avec 200 hommes. Mais au lieu de l'or qu'il convoite tant, il ne trouve que des villes mortes. Que s'est-il passé? Peut-il se fier aux indigènes censés le guider vers l'empereur? Après plusieurs semaines de marche, il atteint finalement Caramarca. La grande armée d'Atahualpa semble bien supérieure à sa petite troupe. Et pourtant, le destin de l'Empire Inca va basculer dès le lendemain, dans un bain de sang. Atahualpa était totalement sûr de lui et de sa gigantesque armée. Quand les Espagnols sont arrivés, il s'est dit « Tiens, un peu de mystère, d'exotisme.
Voyons voir ce qu'ils veulent. Il n'a pas imaginé un instant qu'il tenterait de le capturer, puisque sa personne était sacrée. Nul n'osait même le regarder dans les yeux. Imaginez. Bref, les Espagnols ont réussi leur coup. Les conquistadors parviennent à capturer l'empereur. Après un an de captivité, Atahualpa propose un marché à Francisco Pizarro. Il lui offre une salle entière remplie d'or en échange de sa liberté. Les Incas vont mettre tout l'Empire à contribution pour réunir cette rançon exorbitante. Ils remplissent d'or une salle haute de 3 mètres. Mais leurs efforts seront vains. Les Espagnols ne tiennent pas parole et condamnent Atahualpa à mort dans un simulacre de procès. Le dernier empereur inca est exécuté le 26 juillet 1533. C'est le pire crime que nous ayons commis dans les Indes occidentales, écrira plus tard un chroniqueur espagnol. À la dernière minute, l'empereur inca accepte d'être baptisé pour échapper à la mort sur le bûcher et préserver ainsi son corps pour l'au-delà. Il mourra étranglé au moyen d'un garrot. Pour sa libération, son peuple avait réuni une fortune, l'équivalent de 200 millions d'euros aujourd'hui. Il est vraisemblable que Francisco Pizarro a fait exécuter Atahualpa uniquement parce qu'il avait peur. Au cours de l'année qui s'était écoulée, il avait dû remarquer que l'empereur jouissait d'un grand soutien. Et il a pensé qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'exécuter pour prendre le contrôle de l'Empire. Dans tout l'Empire, les conquistadors s'emparent de l'or et détruisent les temples avec l'aide de nombreux peuples tributaires des Incas, qui voient là une occasion de vengeance. Pachacamac n'échappe pas au pillage. Les survivants abandonnent le site peu après. Les Espagnols sont arrivés convaincus de leur toute-puissance. Ils ont foncé dans la crypte, ont pris l'idole et l'ont brisée devant la foule. Pour tous les pèlerins, pour tous les Incas présents, cela a dû engendrer un énorme traumatisme. Comme si leur Dieu avait été vaincu ou qu'il les avait abandonnés. La ville elle-même n'a pas été détruite. Les bâtiments sont restés intacts. Les archéologues font une étrange découverte. Celle-là, ah oui, là, juste de l'autre côté. En fouillant un temple secondaire, ils trouvent des débris d'offrandes qui jonchent le sol. Il s'agit d'une centaine de céramiques datant de la chute de l'Empire Inca. Elles semblent avoir été cassées à dessein, car les fragments d'une même pièce sont éparpillés dans des salles différentes. Que cela signifie-t-il ? Quand les Incas fabriquaient d'aussi beaux objets, ils leur donnaient la vie. A contrario, les détruire, les briser et en disperser les débris revenait à les tuer. Il s'agit donc d'une cérémonie d'adieu, d'un rite d'abandon, comme on dit en archéologie. Et le plus poignant, le plus dramatique ici, c'est que cette cérémonie, la toute dernière identifiée, date de l'époque de la conquête espagnole. Leur puissant Dieu les a abandonnés au plus fort de la crise. Les prêtres de Pachacamac célèbrent une dernière cérémonie pour marquer la fin du temple. Puis ils abandonnent le site. Dans tout le royaume,
les Incas fuient devant les conquistadors. Les Espagnols conquièrent la majeure partie du territoire. Les derniers guerriers Incas campent dans la forteresse d'Ollantaytambo, près de Cusco. Mais ils sont bientôt obligés de fuir à Vilcabamba, dans les montagnes. Ce sera leur dernier royaume. « 40 ans plus tard, les Espagnols se lancent à l'assaut de leur bastion et exécutent le dernier descendant des empereurs Incas. C'est la fin du royaume de Vilcabamba, le dernier État Inca. Les fils du soleil ont connu une expansion fulgurante et une chute vertigineuse qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de l'Amérique du Sud. L'arrivée des Espagnols a fait vaciller leur destin. Ces derniers ont bafoué leur souverain et leur dieu. Dans l'Amérique opprimée, l'histoire des Incas s'est muée en légende dorée. On raconte même qu'une poignée d'entre eux ont pu se réfugier dans la jungle avec leur or. Leurs descendants y vivraient encore, cachés dans une cité appelée Paititi. Mais cela reste un secret bien gardé.